Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La restauration monumentale en question. La circulaire du 5 août 1985 relative aux études préalables et son application. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 510 4. EAN 9 782 296 565 104. Céline Hullopouyat. La restauration monumentale en question. La circulaire du 5 août 1985 relative aux études préalables et son application. Préface de Jean-Pierre Weiss. L'Harmattan. Du même auteur. Philippe Boulanger et Céline Hullopouyat éditions. Espace urbain à l'aube du XXIe siècle, patrimoine et héritage culturel, PUPS, Col Artiste, 2010. La conservation des monuments du passé n'est pas une simple question de convenance ou de sentiment. Nous n'avons pas le droit d'y toucher. Ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à ceux qui les ont construits, et en partie à toutes les générations d'hommes qui viendront après nous. John Ruskin, Les 7 lampes de l'architecture Klingsik, 2008. Remerciements. Mes remerciements vont tout d'abord à François Goven, sous-directeur des monuments historiques jusqu'en 2004, qui en 2003, a encouragé, par l'attribution d'une allocation de recherche et de formation, ce travail sur les études préalables. Ma gratitude se porte tout particulièrement vers Jean-Pierre Weiss, directeur du patrimoine de 1983 à 1986, aujourd'hui directeur général de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, APIJ, et de l'établissement public du TGI de Paris, qui a témoigné de ses convictions sur les procédures des travaux à mettre en œuvre pour les monuments protégés. Que Jean-Pierre Badi, directeur du patrimoine de 1986 à 1990, aujourd'hui conseiller maître à la Cour des comptes, reçoivent ici l'expression de mes remerciements les plus sincères de son témoignage sur l'application de la réforme des études préalables. Qu'Elisabeth Balu, chef de mission du service ingénierie et référence technique à la DAPA, aujourd'hui Direction générale des patrimoines, reçoivent ma gratitude ainsi que toute son équipe. L'intérêt qu'Elisabeth Balu a porté à cette étude, exprimé dès le début de la thèse, a permis de mieux orienter les recherches aux archives du ministère de la Culture. Jean-Daniel Pariset, conservateur général, directeur de la MAP, a contribué à évaluer les fonds archivistiques susceptibles d'apporter des éléments à cette thèse. Il a également encouragé l'attribution de l'allocation de recherche de la DAPA. Qu'il reçoive ici l'expression de ma profonde gratitude. Que Jacques Charpillon, sous-directeur des monuments historiques de 1983 à 1985, trouve ici mes sincères remerciements de son accueil. Je tiens à remercier Geneviève Leloirne, IGMH, conservatrice régionale en Bretagne au moment de la réforme des études préalables. Elle a notamment mis à ma disposition un de ses articles sur les études préalables, en voie de publication au moment de la rédaction de la thèse, et a fait part de son expérience originale sur la mise en place de tranches préalables en Bretagne quelque temps avant la réforme de 1985. Que Jean-Michel Legnaud, chef de la division des affaires générales et de la protection à la direction du patrimoine de 1983 à 1986, actuellement directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur à l'École nationale des chartes et à l'École du Louvre, veuille bien trouver ici l'expression de ma reconnaissance de son témoignage en tant que rédacteur de la partie documentaire de la circulaire du 5 août 1985. Que Fernand Charbonnel, responsable de la mission études et travaux en 1985, reçoive ici ma sincère et profonde reconnaissance de m'avoir ouvert l'accès à ses archives et du temps qu'il m'a accordé lors de rencontres et d'échanges épistolaires. Son témoignage unique et sa mémoire infaillible ont permis de retracer la chronologie de la réforme des études préalables, et ont permis de mieux comprendre les motivations des initiateurs de la réforme,
ainsi que la réalisation et l'application de la circulaire du 5 août 1985. Mes remerciements s'adressent à l'ensemble des architectes en chef dont les études préalables ont été la source primaire de ce travail. Je tiens à remercier vivement le directeur du laboratoire de recherche des monuments historiques, Isabelle Palot-Frossard, qui a encouragé les recherches de ma thèse dès le commencement et qui a partagé son expérience de plus de 10 ans en tant qu'IMH. Enfin, je remercie les responsables des DRAC. Je tiens à exprimer ma gratitude à Françoise Hamon, professeure d'histoire du patrimoine, qui a accepté de diriger cette thèse. Préface. Il faut le talent de Céline Hulot-Pouillat pour embarquer son lecteur à bord d'une circulaire administrative, afin de l'emmener en un parcours semé d'intrigues découvrir les restaurations contrastées de monuments historiques comme le pavillon du roi du château d'Oiron, l'église Saint-Martin de Chapèze, la caserne Villard de Moulins, le familistère Gaudin à Guise ou la chapelle Sainte-Claire d'Annonay. Dans sa quête des théories et pratiques de la restauration des monuments historiques au XXe siècle, Céline Hulot-Pouillat ne se laisse jamais distraire de son absolue exigence scientifique par les anecdotes ou les affirmations des spécialistes. Elle exige démonstrations, références historiques, sources, et quand on ne les lui fournit pas, prend un aimable recul, en forme de révérence polie mais impitoyable à ses interlocuteurs. Elle est allée aux sources, elle, poser les bonnes questions à cette petite poignée d'experts qui au fil des ans furent les décideurs ou les inspirateurs de la politique française des travaux sur monuments historiques. On peut donc lire son exigeant travail de recherche en étant assuré de n'y trouver ni facilité ni complaisance. Sa belle écriture fait hommage à la langue et ajoute au plaisir du voyage. Que nous conte ce périple ? Que les architectes en chef des monuments historiques laissés à eux-mêmes en vertu du monopole qui leur attribuait la responsabilité exclusive de la protection de monuments de régions entières, s'en étaient longtemps remis à leur seule expérience et à leur goût personnel pour décider du contenu, de la forme et de l'ampleur des restaurations qu'ils entreprenaient, sans se préoccuper outre mesure des budgets engagés, qui ne se mobilisaient de toute façon que sur un nombre d'années aussi élevé qu'aléatoire. Ce pouvoir absolu était tout au plus contrebalancé, de ci de là, par un avis aléatoire de la Commission supérieure des monuments historiques, rendu par des inspecteurs généraux des monuments historiques, qui continuaient à exercer eux-mêmes le monopole sur leurs propres monuments, compromettant ainsi leur indépendance quand il s'agissait de juger du travail de leurs collègues. La circulaire du 5 août 1985 n'entendait pas abolir les privilèges des architectes en chef. Elle avait l'ambition de les canaliser en exigeant que l'objet de leurs futures interventions soit décrit, chiffré et culturellement justifié. Elle faisait de fait ainsi passer le pouvoir d'engager l'argent public du maître d'œuvre à une maîtrise d'ouvrage qui apparaissait promue à un rôle majeur. Les investigations de Céline Hulot-Pouillat dans le passé de cette histoire administrative font remonter les souvenirs à la mémoire. À 25 ou 26 ans de distance, je fais volontiers l'aveu d'une tentation réitérée, celle de proposer à Jack Lang de supprimer purement et simplement le monopole des architectes en chef, désespéré de les voir enfin relever le défi culturel et technique qu'imposait à mes yeux leur prérogative. Après tout, comme le rappelle notre exploratrice, ce monopole n'était pas universel. Les Anglais et les Hollandais au moins s'en passaient sans déboire apparent. Le ministre ne m'aurait pas suivi. Non qu'il fût rétif aux polémiques et provocations, mais il avait trop de sens politique pour ne pas deviner l'impopularité qu'aurait eue la réforme, attisée par les conservateurs qui n'auraient pas manqué d'assimiler la suppression du monopole au renoncement à la protection des monuments. La circulaire se voulait rédemptrice. Elle était sincèrement inspirée de la volonté de développer, autour de l'architecte en chef, une fédération de compétences pluridisciplinaires. J'espérais tout particulièrement l'arrivée des archéologues, dont la rigueur scientifique m'apparaissait indéniable. Céline Hulot-Pouillat dit peu de choses de l'hostilité qui accueillit ces directives, parce qu'elles ne lui pas été décrites, rappelle toutefois que mon successeur dut les imposer à une majorité d'architectes en chef qui refusaient ce carcan. Elle fait bien la part dans son récit, au soutien que la démarche recueillit finalement dans le milieu des architectes en chef. Leur compagnie finit par se rallier au mouvement. Une rencontre fortuite, quelques années après mon départ de la direction du patrimoine,
me fit croiser la compagnie au grand complet dans un aéroport international. Il revenait d'une mission à Rome ou s'y rendait, je ne sais plus. Je voulus éviter de les saluer. Ils ne m'avaient pas laissé que de bons souvenirs. Mais eux vinrent à moi, et l'un me dit leur reconnaissance pour l'instauration des études préalables. Je comprends mieux l'aveu à la lecture du travail de Céline Hulot-Pouillat. Pourtant l'ambition ne paraît pas avoir été atteinte. L'occasion d'une réflexion sur la théorie de la restauration était manquée, fait remarquer Céline Pouillat au détour d'un paragraphe. Cela tient moins, selon moi, à la limite des capacités d'apprentissage des architectes en chef que je crois élevées, qu'à l'essence même de la mission de protection, sur place, aussi fidèle que possible. Mais à quoi ? L'histoire manque à ce rendez-vous de culture. On se prend à vouloir énoncer des énigmes pédagogiques pour forcer la réflexion absente. Ainsi deux monuments proches, conçus à la même époque pour le même usage avec les mêmes inspirations architecturales, devraient-ils être restaurés à l'identique ou tout au contraire offrir au public deux versions contractées de leur histoire propre ? Aucune doctrine de restauration ne peut prétendre à l'universalité. Mais l'incarnation dans les pierres anciennes des moments de notre histoire, grande ou petite, vaut bien que l'on convoque les savants du moment, d'origine et de disciplines diverses, pour qu'ils bâtissent des doctrines, puis en guident l'évolution en les confrontant aux pratiques et aux savoirs des restaurateurs. Et si le public se mêlait de ce débat, l'affaire serait gagnée. Après tout, en honorant le rendez-vous que je lui avais fixé en inventant la journée du patrimoine, il a bien gagné son droit au débat. Il est toujours temps d'édifier cette doctrine, et la lecture du livre de Céline Hulot-Pouillat en donne fort l'envie. L'auteur nous allèche en ponctuant son travail de quelques révélations sur les débats hors de nos frontières, et sur les grandes options qui peuvent guider les choix de restauration. La troisième partie de son ouvrage, consacrée précisément à l'exploration des doctrines, nous révèle ces grands repères que sont la réintégration, la restitution, la référence à la logique touristique et économique, l'harmonisation des strates historiques, la restauration à l'identique, naturellement, avec cette question malicieuse posée par l'auteur, mais que veut dire identique ? Entre-temps, Céline Hulot-Pouillat nous a emmenés visiter quelques jardins historiques où la notion de monument historique a bien failli s'égarer, et l'épisode laisse songeur. La leçon vaudrait-elle pour plus que les jardins ? En fin de compte, l'auteur, si enthousiaste à la découverte de la démarche des études préalables, se prend douter. Et si tout cela était sans lendemain, n'avait été qu'un instant d'utopie ? Allons donc, son livre proclame tout le contraire, mène avec talent le combat pour la préservation de la culture, le plus important qui soit à un moment de l'histoire où l'accélération du temps menace. Voilà pourquoi on le lira de bout en bout, avec un intérêt jamais déçu. Jean-Pierre Weiss, directeur général Agence publique pour l'immobilier de la justice, APIJ. Directeur du patrimoine, ministère de la Culture, 1983-1986. Liste des abréviations. ABF, architecte des bâtiments de France. ACMH, architecte en chef des monuments historiques. BO, bulletin officiel. COBRA, Conservation Based Research and Analysis, études préalables anglaises. COREPHAE, Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. CMH, Conservateur des monuments historiques. CRBF, Conservation régionale des bâtiments de France. CRMH, Conservateur régional des monuments historiques. CRMH, Conservation régionale des monuments historiques. CSMH, Commission supérieure des monuments historiques. DAPA, Direction de l'architecture et du patrimoine. DDOE, Dossier documentaire et des ouvrages exécutés. DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. EP, Études préalables. IGMH, Inspecteur général des monuments historiques. IMH, Inspecteur des monuments historiques. JO, Journal officiel. MAP, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. PAT, Projet architectural et technique. SNT, Service national des travaux. Introduction. Lors de vos recherches en archives, pourriez-vous essayer de trouver des détails de conception et de réalisation des tentures en soie du grand foyer de l'Opéra,
et de déterminer si l'ensemble des projets de l'architecte ont été réalisés. Dans le cadre de la restauration du grand foyer de l'Opéra Garnier à Paris, j'avais été chargé par l'ACMH compétent territorialement et le directeur du laboratoire de recherche des monuments historiques, de conduire une étude historique sur les décors du grand foyer, toiles marouflées de Baudry, stucs, vases monumentaux de la manufacture de Sèvres et tentures aux fenêtres de la loggia. 2 questions en particulier devaient être résolues. Charles Garnier avait-il projeté d'autres décors non réalisés? Pouvait-on retrouver des traces des tentures des fenêtres déposées au début du XXe siècle, et identifier leurs couleurs et leurs motifs? Ce fut ma première confrontation pratique avec les études préalables et mes premières interrogations. Quelles étaient les attentes exactes de l'ACMH et à quel usage précis était destinée la documentation produite dans le cadre de L'(études préalables 1). Ma seconde confrontation avec les réalités de la restauration se produisit lors de tournées d'inspection avec un conservateur anglais des monuments historiques d'English Heritage, dans la région de Northampton, où j'avais découvert une approche différente de la restauration. En effet, au cours de visites de chantier de restauration avec l'équipe de Glyn Coppack, conservateur des monuments historiques dans la région East Midlands, j'avais pu observer des pratiques qui me parurent divergentes de celles de la France. Tout d'abord, lors de travaux de consolidation de Wigmore Castle, Herefordshire, château en ruine construit du XIIIe au XVe siècle, il avait été décidé par le conservateur et l'équipe d'archéologues associés au projet d'effectuer des fouilles et des relevés exhaustifs puis de remblayer. À la question « Pourquoi ne pas mettre en valeur le site ?» suggestion fréquente dans les projets de restauration en France, une seule réponse était donnée. The only way to hand over cultural heritage for the future generation is to fill in 2. Ensuite, à plusieurs reprises, il est apparu que les conservateurs des monuments historiques et les architectes restaurateurs en Angleterre aient porté un regard restreint sur les pratiques de la restauration en France. Selon eux, la restauration stylistique d'Eugène Viollet-le-Duc, 1814 à 1879, serait encore latente en France. L'un des conservateurs de l'équipe qui ne partageait pas cette analyse avait cherché à monter un programme d'échange avec un homologue français, mais en vain. Il m'a semblé alors que cette absence d'échange entre les 2 pays limitait l'amélioration des pratiques de restauration et ne favorisait pas une réflexion théorique. J'ai voulu mieux comprendre les approches théoriques et pratiques de la restauration architecturale. Pour cela, j'ai choisi d'explorer une réforme récente modifiant les conditions de restauration monumentale en France. La réforme administrative, définie par la circulaire du 5 août 1853, qui institutionnalise le recours systématique aux études préalables avant toute opération de travaux sur un édifice classé monument historique, suscite des questions de 2 ordres. Le premier groupe d'interrogations porte sur la genèse et les intentions des rédacteurs. La réforme est-elle une étape décisive dans l'histoire du service des monuments historiques et dans la pratique de la restauration? Dans quelle tradition s'inscrit le recours aux études avant travaux? Est-ce une réforme propre au service des monuments historiques? Ou est-elle calquée sur des procédures expérimentées ailleurs? De quoi sont constituées ces nouvelles études préalables? Comment sont-elles intégrées dans le projet de restauration? Cette réforme a-t-elle déclenché un débat théorique? Est-elle seulement un instrument de régulation et de contrôle économique? Ou procède-t-elle d'une réflexion orientée vers l'élaboration d'une doctrine de la restauration? Le second groupe de questions porte sur les conséquences du recours aux études préalables. Ont-elles induit des propositions nouvelles de restauration? Plus précisément, la découverte d'un état antérieur documenté par l'iconographie et par les traces archéologiques, a-t-elle fait apparaître ou réapparaître une pratique dénoncée par certains historiens de l'art, celle de la restitution au nom de l'unité de style? Le spectre de Viollet-le-Duc serait-il de retour? La destruction, la reconstruction et l'altération ont été dénoncées sous des prétextes d'harmonisation et de retour à un état plus lisible et documenté. Il s'agit donc d'examiner ici le rôle que ces études ont réellement joué dans la pratique de la restauration monumentale. Si les débats sur la restauration picturale connaissent la faveur des chercheurs, le domaine de la restauration monumentale en France n'en est qu'à sa genèse. Les études portant sur la notion de patrimoine bâti et les politiques générales du patrimoine sont nombreuses. En revanche,
l'évolution de la conservation-restauration par l'analyse des études préalables paraissait être un champ à exploiter. Dans sa contribution à l'ouvrage collectif pour une histoire des politiques du patrimoine, Pascal Horry suggérait que l'exploitation des dossiers de restauration pourrait permettre une analyse culturelle de la restauration, Horry 2003/31. Le présent travail veut s'inscrire dans le double contexte des recherches universitaires à caractère scientifique et des débats publics. Il est centré sur un épisode précis de l'histoire récente du service des monuments historiques, mais n'a pas l'ambition de faire une analyse générale des 2 décennies passées. Il se propose de décrire la réforme administrative définie par la circulaire du 5 août 1985, d'en examiner la genèse, d'en définir les objectifs et les modalités à travers l'étude du contexte administratif, enfin, d'observer ses effets immédiats et différés sur le patrimoine par l'étude de cas. Ce travail ambitionne donc de se situer à la croisée de plusieurs orientations: l'histoire administrative, l'histoire culturelle et l'histoire de l'art. Ce travail s'inscrit dans l'histoire administrative car, par la normalisation des études préalables, le service des monuments historiques a eu recours à un instrument issu de la réforme du Code des marchés publics de 1973 qu'il a adapté aux exigences et particularités des monuments classés. Il s'inscrit aussi dans l'histoire culturelle car l'étude des conséquences de l'étude préalable appartient au temps long de la vie d'un monument. En effet, documenter précisément un édifice et dresser un bilan complet des connaissances dont on dispose à partir des sources archivistiques, iconographiques et des analyses des matériaux est un objectif qui dépasse le temps d'exercice des administrateurs. Ces approches n'ont-elles pas aussi pour mission de transmettre la mémoire des édifices, leurs transformations et leurs restaurations les plus récentes, de concevoir et de réunir la documentation de demain pour les futurs architectes, pour les gestionnaires du patrimoine et pour leurs publics successifs? Pour éclairer ce point, on devra examiner les dossiers de travaux, leur contenu et leur accessibilité. Voilà donc un autre objet de cette étude qui, à travers une série d'exemples, examinera si la conservation de la mémoire des interventions au XXe siècle est réellement assurée. Depuis 1980, de nombreuses études ont été publiées en France non seulement sur l'identification et les usages successifs du patrimoine mais aussi sur le passage du concept de monument historique à celui de patrimoine. Ces publications relèvent de plusieurs disciplines: histoire de l'art, histoire culturelle, histoire institutionnelle et juridique. 4 orientations peuvent être distinguées: la naissance du sentiment patrimonial, l'histoire culturelle et institutionnelle, les études sur la restauration et sa pratique, et enfin les travaux consacrés à la gestion du patrimoine monumental. La première famille de publications porte sur l'émergence de la notion de patrimoine dans la société française. Elle est due à des historiens de l'art et de l'architecture, tels que Roland Recht, André Chastel, Bruno Foucard, ou encore à l'urbaniste Françoise Choët. La genèse du concept et le rôle qu'il a joué dans l'histoire française ont été longuement abordés. Les auteurs observent l'apparition d'une volonté de conservation, en dégagent les causes et définissent des phases successives d'intérêt, Babelon et Chastel 1980. La seconde orientation des travaux porte sur l'histoire institutionnelle, développée notamment par des auteurs comme Françoise Bercé, Jean-Michel Legnaud, Pascal Horry, Dominique Poulot, Jean-Yves Andrieux ou encore Philippe Poirier. S'inscrivant dans la continuité des travaux de Paul Léon, 1874 à 1962, les travaux de Françoise Bercé ont permis de dresser en 30 ans une histoire du service des monuments historiques du XIXe au XXe siècle, Léon 1951, Bercé 1979. Françoise Bercé a souligné qu'au cours du dernier quart du XXe siècle, les acteurs de la restauration n'ont pas privilégié la conservation stricte, car le besoin de renouveler l'image d'un monument encourage les architectes à formuler des projets ambitieux pour créer un événement, Bercé 2000. Les débats animés suscités par la restauration du château de Falaise, Calvados, et les projets controversés de l'architecte italien Andrea Bruno illustrent cette tendance à la réinvention moderne du monument, Bercé 2000, pages 138, 141 et 142. Au cours des 30 dernières années, les essais de Jean-Michel Legnaud ont contribué à définir des phases de la politique du patrimoine permettant de retracer son histoire de la Révolution à nos jours, Legnaud 2003, pages 33 à 34. Pour la période récente,
l'auteur porte un regard critique sur le rôle de l'État dans la gestion du patrimoine, Legnaud 1989, 1992, 1994 et 1995. Selon lui, le temps n'est plus à un État centralisateur et normatif. L'État doit redéfinir son rôle pour s'adapter aux nouvelles exigences sociales et culturelles dont l'évolution a conduit à prendre en considération des mémoires plurielles. Legnaud 2003, pages 42 à 44. Dans son article Le patrimoine, l'affaire de tous, Jean-Michel Legnaud condamne les colloques qui ont dénoncé l'inflation patrimoniale au profit de définitions normatives qui laissent de côté les spécificités locales. Legnaud 2001, pages 9 à 39. Non seulement l'État centralisateur définit les règles et délimite la sélection des édifices à protéger, mais il intervient également dans la restauration monumentale en prescrivant des prestations architecturales qui contribuent à l'uniformité culturelle du pays. Jean-Michel Legnaud condamne en particulier l'étude préalable, non pas qu'elle soit inutile en elle-même, mais parce qu'elle est imposée aux propriétaires sans tenir compte des spécificités de l'édifice, de l'urgence des travaux et des moyens dudit propriétaire. Sous la direction de Jean-Michel Legnaud, des thèses de l'École des Chartes font le point sur des périodes récentes et balaient plusieurs décennies de politique du patrimoine, comme le travail de Xavier Laurent, la politique du patrimoine monumental d'André Malraux à Michel Guy, 1958 à 1974, Laurent 2003. Cette étude est particulièrement utile au sujet traité ici, car elle souligne que depuis l'après-guerre, les propositions de réforme se sont succédé en vain, tant pour modifier le statut des ACMH que pour organiser les travaux, Laurent 2003, page 69. Depuis le début du siècle, le mode de rémunération ainsi que le rôle de l'inspection font l'objet de débats au sein de l'administration. Xavier Laurent rappelle que malgré plusieurs rapports rédigés dans les années 1960 à 1970, rien n'a changé. Deux autres thèses ont souligné le rôle décisif joué par certains administrateurs, ainsi celle de Caroline Poulain à propos de l'action de Louis Hautecoeur, Poulain 2001, ou celle de Stéphanie Corcy-Debray sur Jérôme Carcopino, permettant d'évaluer le rôle de personnalité au sein des institutions, Corcy-Debray 1999. D'autres travaux universitaires conduits à l'École Patik des Hautes Études abordent la question de la restauration dans une chronologie architecturale plus large, tendant à démontrer l'ancienneté des pratiques de restauration. Ainsi, dans sa thèse de doctorat sur les églises flamboyantes de Paris du XVe et du XVIe siècle, Agnès Bos consacre une partie aux interventions sur les églises parisiennes après la guerre de Cent Ans, Bos 2000. Anne Privat-Savigny analyse la reconstruction historicisante des églises du XIe et du XIIe siècle détruites pendant les guerres de religion et restituées au cours des siècles classiques. Privat-Savigny 2002. Philippe Duffieux étudie le même phénomène au XIXe siècle dans sa thèse « Un siècle d'architecture religieuse, Lyon, 1840 à 1940 », Duffieux 2002. Une troisième orientation qui aborde l'histoire des doctrines et des pratiques conservatoires s'est développée en Italie dès le XIXe siècle, mais elle est plus rarement représentée en France. Elle est illustrée par l'article de Léon Pressuire, historien d'art et archéologue, Restauration et DE-restauration, un débat d'actualité sur la conservation des monuments historiques, qui définit le néologisme DE-restauration, Pressuire 1980. La DE-restauration consiste à abolir toute trace d'une restauration pour retrouver un état antérieur, et si possible primitif de l'œuvre. À l'occasion de projets de restauration, Basilique Saint-Cernin à Toulouse, Cathédrale de Grenoble, Pressuire 1980 et Bercé 2000, pages 122 à 129, la question de la conservation d'éléments refaits au XIXe siècle fut soumise à la CSMH 4. Michel Parent, IGMH, reconnaissait que les acteurs de la restauration avaient nié jusqu'en 1980 les apports du XIXe siècle, Parent 1980. Or, ces apports étaient en mauvais état. Le service des monuments historiques était donc souvent confronté à la question de leur conservation. Léon Pressuire précisait que le concept de DE, accent aigu restauration, avait été élaboré dans le milieu professionnel des instituts de conservation à partir d'expériences propres au domaine de la peinture et de la sculpture. Parmi les justifications courantes de la DE accent aigu restauration, la destruction accidentelle est fréquemment invoquée ainsi que les ravages des deux guerres mondiales.
Il indiquait alors que le ministre de la Culture André Malraux avait décidé d'entreprendre la accent aigu restauration des peintures des peintres du XIXe siècle, Coudet et Allot, au profit des artistes du XVIe siècle Rousseau et Primatis à Fontainebleau sans qu'aucune étude préalable n'ait été entreprise. La quatrième orientation des travaux portant sur le patrimoine monumental relève des professionnels de la gestion du patrimoine qui, au cours de colloques et par des publications, font état de récentes interventions dont ils exposent le parti et présentent les techniques et les matériaux mis en œuvre. La direction du patrimoine est dite monumentale depuis 1992 dans le souci de rendre compte des actions de protection et de restauration du service des monuments historiques. ACMH, IGMH historien ou architecte, ingénieur ou membre du laboratoire de recherche des monuments historiques y publient leurs chantiers récents. Cette revue reprend les objectifs de l'ancienne formule Les monuments historiques de la France, publiée de 1936 à 1965. La revue monumentale n'ouvre pas le débat sur les choix de restauration du point de vue architectural et technique, ou sur les usages de l'édifice, car elle a pour vocation de faire connaître les travaux tels qu'ils ont été décidés et conduits par les acteurs du service des monuments historiques. Les entretiens du patrimoine constituent depuis 20 ans le point de rencontre où historiens, philosophes et sociologues débattent avec les professionnels. C'est ainsi qu'en 2001, François Massé de l'Épinay, IGMH, s'interrogeait sur l'évolution de la notion de restauration depuis le XIXe siècle. Il observait que la philosophie des professionnels de la restauration de la fin du XXe siècle tendait davantage à entretenir qu'à reconstruire, mais que les projets restitutifs étaient de plus en plus fréquents. La revue trimestrielle Bulletin monumental publiée depuis 1834 par la Société française d'archéologie est consacrée aux recherches historiques et archéologiques menées par des professionnels, architectes, archéologues et conservateurs. Elle a joué récemment le rôle d'une tribune ouverte à la réflexion, tel est l'article. Pourquoi lire César Brandy ? Rédigé par la CMH Patrick Ponceau qui considère la réforme des études préalables de 1985 comme la transcription de la charte de Venise, ô combien tardive, en droit réglementaire français, Ponceau 2003. Pour l'auteur de l'article, la circulaire du 5 août 1985 a précisément défini les modalités des études préalables, formalisé les circuits de décision et organisé la documentation des dits travaux. Dans ce même numéro de bulletin monumental, les archéologues font part de leur expérience. Avant de restaurer 5 monuments religieux du Haut Moyen-Âge en Aquitaine, ils avaient établi un projet collectif de recherche dont l'objectif était de comprendre le monument dans sa durée, pour contribuer à le restaurer dans une perspective de conservation du patrimoine et de présentation au public, Boissavy-Camus, Barrault, Bonnet 2003-6. Ce travail mené pendant 6 ans ne s'était pas limité à l'élaboration de monographies d'édifices, mais avait aussi pour vocation de démontrer que la connaissance archéologique était indispensable à tout projet de restauration, et qu'elle constituait en soi un élément décisif pour les choix de restauration. Ainsi, les auteurs de l'article indiquaient qu'une telle reconnaissance devrait passer à l'avenir, non par de rapides enquêtes menées plus ou moins dans l'urgence, mais par ce que l'on pourrait appeler de véritables études archéologiques préalables, cadre d'un dialogue durable entre les acteurs impliqués, Boissavy-Camus, Barrault, Bonnet 2003, page 195. Excepté l'article Connaître pour restaurer, de Geneviève Leloirne, IGMH, ancien CRMH, consacré aux études préalables et les évocations qu'en fait Jean-Michel Legnaud, dans plusieurs articles, l'analyse de l'application de la réforme de 1985 n'a donné lieu à aucune analyse méthodique. L'article de Geneviève Leloirne est en 2004 le seul article consacré spécifiquement aux études préalables. Pour elle,
La circulaire du 5 août 1985 est un texte conforme à l'esprit de son temps qui vise à la rationalisation. Dans le contexte des premières mesures de déconcentration administrative, l'État a tenté de mettre en place des procédures communes à l'ensemble de ses services déconcentrés. Geneviève Leloir n'observe qu'indirectement, le rôle scientifique de la maîtrise d'ouvrage a été affirmé et renforcé par une meilleure définition du programme destiné à la maîtrise d'œuvre 7. Ce sont donc les membres du service des monuments historiques qui ont, les premiers, analysé la genèse et l'évolution de la réforme de 1985. Cet ouvrage s'articule en 3 parties. La première partie éclaire la genèse de la réforme des études préalables et précise le contexte administratif de la circulaire du 5 août 1985. La deuxième partie porte sur l'évaluation de la réforme à travers un corpus constitué de plus de 60 études préalables. La troisième partie porte sur les conséquences de la réforme sur les pratiques de la restauration, ainsi que la place et le rôle qu'elle a pu jouer dans la réflexion théorique relative à la restauration monumentale. 1. Le recours à l'italique est employé pour distinguer le document normalisé, EP, selon la circulaire du 5 août 1985 d'un document régulier, étude préalable. 2. La seule façon de transmettre le patrimoine aux générations futures est de remblayer. 3. Circulaire relative à l'organisation des études et travaux sur les monuments historiques classés, numéro 63 à 150, 5 août 1985, Beau, ministère de la Culture, numéro 32, JANV, février 1986. 4. Françoise Bercé montre que l'élargissement du champ des protections a conduit les membres de la CSMH à conserver des modifications, après les avoir condamnés à la suppression, opérées au XIXe siècle. 5. La revue a duré de 1936 à 1939, puis de JANV, mars 1955 numéro 1 à 1977 numéro 6, sous le titre Les monuments historiques de la France, puis sous le titre Monuments historiques de JANV, février 1980 numéro 107 à mai-juin 1996 numéro 202. 6. Les 5 monuments qui ont fait l'objet d'une étude archéologique préalable sont Sainte-Quitterie d'Aire-sur-l'Adour, Landes, Saint-Seurin de Bordeaux, Gironde, Saint-Martial de Limoges, Haute-Vienne, Saint-Jean de Poitiers, Vienne, Saint-Philbert de Grandlieu, Loire-Atlantique. 7. Au moment de sa prise de fonction en 1983 en Bretagne, elle pratiquait le recours aux tranches préalables, avec pour objectif d'effectuer un diagnostic du monument avant tout programme. L'auteur partagea donc son expérience auprès de ses confrères régionaux, qui voyaient en la réforme de 1985 une responsabilité scientifique grandissante peu compatible avec leurs compétences. Méthodologie. Définition du corpus d'études. Pour étudier le fonctionnement de l'études préalables et ses répercussions sur les restaurations architecturales, on s'appuie sur un échantillon de 61 études préalables, tableau 4. Celles-ci sont distribuées sur l'ensemble du territoire français. L'échantillon porte sur la période 1985 à 2000. Le point de départ chronologique du corpus est fixé à la date de la circulaire, le 5 août 1858. La limite temporelle de l'étude, fixée à la parution de la circulaire du 8 septembre 2000 relative aux missions incombant aux ACMH, permet d'examiner des restaurations achevées ainsi que des dossiers après travaux rédigés parfois plusieurs mois après leur achèvement neuf. Le corpus comprend tous les types d'architecture ainsi que tous les statuts de propriété, publics et privés. Comme la réglementation des études préalables, définie par la circulaire du 5 août 1985, ne s'applique qu'aux monuments classés, on a donc exclu l'examen des études de monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire. Le corpus est analysé selon une grille de lecture constante. L'échantillon couvre l'ensemble des critères retenus, mais ne prétend pas pour autant être totalement représentatif à l'échelle nationale. Il n'est qu'exhaustif quant aux paramètres qu'il balaie. L'analyse apportée sur les documents produits par les 3 phases de travaux, tels qu'ils sont exigés par la circulaire du 5 août 1985 et par les circulaires postérieures, études préalables avant restauration à proprement parler, le projet architectural et technique, PAT, pendant restauration, et le dossier documentaire et des ouvrages exécutés, DDOE, après restauration.
L'étude préalable elle-même comprend 4 parties. Une étude historique, un diagnostic sanitaire, une ou plusieurs propositions de restauration et une évaluation du montant des travaux. Le PAT a pour objet de définir, en conformité avec le programme arrêté, l'ensemble des prescriptions permettant au préfet de région d'approuver le projet. Enfin, le DDOE, document final, expose les conditions de réalisation du chantier, les parties traitées, les découvertes, les démolitions et les parties refaites. Le DDOE indique la localisation précise des ouvrages exécutés, dans le cas de modifications apportées au projet en cours de travaux. Un renvoi précis est fait au supplément de dossier sur les ouvrages ainsi effectués et modifiés par rapport au projet initial. Un dossier photographique retrace chronologiquement le déroulement du chantier. La documentation, fonds d'archives et différents lieux de conservation. Les circulaires et les études préalables sont principalement conservés à la MAP. En effet, selon la circulaire du 5 août 1985, un exemplaire de chaque étude préalable doit être versé à la MAP. Mais dans la pratique, on constate une grande diversité dans l'application de cette règle. Dans l'ensemble, les études préalables, qui donnent lieu à des honoraires, sont déposées à la MAP même si les travaux de restauration n'ont pas été commandés. Les dossiers intitulés PAT sont déposés inégalement. Il est courant qu'il y ait plusieurs PAT successifs, mais tous ne sont pas versés. Enfin, les DDOE sont archivés au fort de Saint-Cyr. Une grande partie des études préalables conservées à la MAP, dont les propositions de travaux ont été réalisées, n'est pas suivie de DDOE. Il est possible de consulter les documents non versés dans les DRAC. Choix de l'échelle régionale. Au moins un exemple des études préalables a été retenu dans chaque région administrative. L'échelle régionale permet d'illustrer des pratiques variables en matière de politique du patrimoine, liées à des traditions établies depuis la création des CRMH. La pratique des études préalables et le traitement de la restauration d'un édifice dépendent de la capacité économique et culturelle, des propriétaires publics ou privés. En effet, d'une part, la spécificité d'une localité, l'afflux touristique ou au contraire la paupérisation, et d'autre part, les sensibilités environnementales peuvent induire des situations fort différentes d'une région à l'autre. Le genre des édifices. La diversification des genres s'est opérée à partir du Cisaurus de l'architecture en usage dans les services du patrimoine, Châtenay et Verdier 2000. L'organisation méthodique du Cisaurus situe chaque terme dans une hiérarchie dont les entrées principales sont classées selon les catégories fonctionnelles liées à l'usage religieux, funéraire, industriel, etc. Les équivalents américains et anglais, utilisés dans le Cisaurus of Art and Architecture et dans celui de la Royal Commission on the Historical Monuments of England, permettent une consultation internationale des données. Le Cisaurus de l'architecture comprend 18 catégories architecturales fonctionnelles. 17 catégories sont retenues, la dernière comprenant les descriptions communes à toutes les œuvres. Urbanisme. Architecture religieuse. Architecture funéraire ou commémorative ou votive. Architecture de l'administration ou de la collectivité, architecture judiciaire ou pénitentiaire, ou de police. Architecture fiscale ou financière. Architecture hospitalière ou d'assistance ou de protection sociale, architecture scolaire. Architecture de culture, recherche, sport, loisirs. Architecture militaire. Architecture domestique. Architecture agricole. Architecture commerciale. Architecture artisanale. Architecture industrielle. Génie civil. Architecture de jardin. Le statut juridique de l'édifice. Il existe en France 3 catégories de propriétaires. Un édifice peut être propriété publique, propriété d'un établissement public ou propriété privée. La première catégorie se subdivise en 4 sous-catégories. L'État, la région, le département, la commune. Ce sont 64% des édifices classés parmi les monuments historiques qui appartiennent à une collectivité publique, dont 55% à des communes. 35% du total des édifices classés parmi les monuments historiques appartiennent à un propriétaire privé,
et un petit nombre d'entre eux appartient à un établissement public 10. L'échantillon retenu ici a pris en compte les 3 catégories les plus représentatives: État, collectivité territoriale et propriétaire privé. Les catégories d'études préalables. Le terme employé le plus souvent pour désigner une étude préalable est restauration, suivi d'un complément du nom ou d'un adjectif. Les vocables aménagement et réhabilitation sont eux aussi récurrents. Ces 3 termes très généraux et mal définis recouvrent tout type d'études. Les études préalables peuvent avoir pour finalité des restaurations, des opérations techniques, des projets de modification de plan ou de volume pour améliorer l'accueil du public ou la sécurité. Elles portent aussi bien sur la stabilité, sur les matériaux, sur la fonction, que sur le rapport de l'édifice avec ses abords. En 2001, la base de données de la MAP comprenait plus de 10 000 études préalables, ce qui suggère la variété du genre. Pour cet ouvrage, nous avons sélectionné 15 genres d'études qui nous paraissent représentatifs de l'ensemble des études préalables commandées au ACMH, tableau 1. Tableau 1. Catégorie d'études préalables pour le corpus d'études. Mode d'analyse. Définition et apparition du terme préalable dans la réglementation du service des monuments historiques. En droit, l'adjectif préalable renvoie à une question soumise à un tribunal et dont la solution doit intervenir avant l'examen de la question principale, par opposition à la question préjudicielle qui précède le jugement. L'adjectif peut également renvoyer à une question posée par un parlementaire pour faire décider par l'Assemblée qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur le texte de tel sujet à l'ordre du jour. Tel qu'il est parvenu au XXe siècle, préalable appartient au vocabulaire juridique. La locution étude préalable n'est donc pas une référence spécifique aux monuments historiques. La formule consacrée aux études avant toute restauration chez nos voisins européens est désignée plus précisément puisque les Anglais parlent de conservation plan. La locution étude préliminaire est employée par Piero Sampaolesi, tandis que le service des monuments historiques en France distingue les études préliminaires des études préalables, Sampaolesi 1973, pages 69 à 72. La DAPA a emprunté le terme des études préalables au langage de l'ingénierie de travaux publics. Avant la réforme de 1985, on parlait de projet et l'expression étude préalable n'était jamais employée ni dans les textes ni dans la pratique. Ce sont des ingénieurs qui ont introduit cette formule. En 1984, Jean-Pierre Weiss et Fernand Charbonnel adaptèrent les méthodes de l'ingénierie au service des monuments historiques 11. Grille d'analyse de chaque étude préalable. Une grille a été établie pour analyser le contenu de chaque étude préalable. Nous avons distingué 2 parties dans ce document: l'historique du monument et la constitution de l'étude préalable. Selon la circulaire de 1985, la documentation relative à l'historique du monument doit comprendre une bibliographie, des sources primaires et secondaires, une recherche iconographique et une reconstitution des états successifs passés de l'édifice ou de la partie concernée par les travaux. Ainsi, cet historique permet de déterminer les datations, d'établir un historique de la construction et celui des campagnes de restauration, de relever les matériaux employés, de préciser les affectations successives et enfin de développer une analyse stylistique. La deuxième partie porte sur la proposition des travaux, les relevés, une analyse de la pathologie et s'achève sur les motivations de la CMH pour son projet. Cette grille de lecture a pour objectif de déterminer le degré de conformité des documents par rapport aux exigences formelles de la circulaire du 5 août 1985, cohérence de présentation, précision des références bibliographiques et archivistiques, versement des documents aux archives centrales, etc. On cherche également à analyser les modèles d'élaboration des études préalables, participation ou non de tiers pour des études historiques ou techniques, intervention des propriétaires, les solutions proposées et les parties de restauration retenues par les acteurs. Les entretiens. Pour une étude portant sur une période aussi récente, 1985 à 2000, il a paru indispensable de recueillir le témoignage des acteurs, d'abord des initiateurs de la réforme de 1985, puis des acteurs qui ont pratiqué la restauration avant et après la réforme, voire liste dans source orale.
Pour chaque entretien, des questions étaient adressées à l'avance à l'intéressé. Un compte-rendu d'entretien a été envoyé à l'intéressé qui l'a relu, a apporté des éventuelles modifications et l'a approuvé. 8. Néanmoins, on a consulté des dossiers d'études préalables précédant la réforme. 9. Circulaire du directeur de la DAPA, François Barré, au préfet de région et de département, relative aux missions incombant au ACMH des monuments historiques, 8 septembre 2000 numéro 20033, Beau, ministère de la Culture numéro 121. 10. Statistiques au 31-12-1999, MAP. 11. Jean-Pierre Weiss, directeur du patrimoine de 1983 à 1986, ancien élève de l'école polytechnique 1967, ingénieur des ponts et chaussées. Fernand Charbonnel, ingénieur des travaux publics de l'État, chargé de mission auprès du directeur du patrimoine de 1984 à 1988. Partie 1. Genèse des études préalables de l'empirisme à la rationalisation. Pour mieux comprendre la réforme et l'établissement du recours systématique aux études préalables, nous proposons de revoir le contexte historique, les prémices et les modalités d'application de la réforme ainsi que le rôle des différents acteurs. Office de documentation, 1937. Dès les années 1930, le directeur du musée de sculpture comparée, Paul Deschamps, prenait un meilleur partage d'informations entre les partenaires de la restauration. Deschamps 1936, pages 76 à 81. En 1937, la création d'un musée des matériaux et d'un office de la documentation, ce qui devenait plus tard le Centre de recherche des monuments historiques, eut pour vocation de mettre en commun les ressources scientifiques et techniques des différents partenaires de la restauration des édifices protégés. Paul Deschamps avait une conception globale de la restauration en favorisant la mise en commun des savoirs scientifiques, produits par des acteurs de formations diverses. Ainsi, il prit pour exemple la restauration de l'église Saint-Benoît-sur-Loire, Loiret, pour laquelle la conjonction d'une monographie d'un historien sur l'édifice et des recherches effectuées par l'ACMH du Loiret permirent de dresser une liste des campagnes de construction, des pierres employées et leur carrière. Dans son article, Paul Deschamps précisa que la vocation d'un tel service fut non seulement la recherche des procédés de construction et de décoration, mais aussi la connaissance des procédés successifs de restauration. On voit bien là le caractère innovant de ce service qui associa à l'origine des disciplines variées pour analyser la matière sur un monument. Le Centre de recherche des monuments historiques a poursuivi les objectifs initiaux et conserve actuellement plus de 2100 pièces comme les matériaux de couverture et de descente d'eau pluviale, des éléments de menuiserie, de charpente, de serrurerie, de ferronnerie, etc. Réflexion sur les devis et sur le coût des travaux, 1950 à 1980. Des devis sommaires non rémunérés aux premières réformes. Depuis la création du service des monuments historiques, les devis de travaux sur les édifices classés n'étaient pas rémunérés et étaient par conséquent assez sommaires. Un devis décrivait les travaux à prévoir dans l'édifice et proposait un montant global pour les différents ouvrages. Ainsi, en 1951, pour la remise en état et la consolidation des tours de l'ancien château d'Ambérieu, l'ACMH indique l'urgence des travaux et programme la réfection de la couverture et de la charpente, un chaînage en béton et des reprises en maçonnerie 12. Le montant des travaux par ouvrage n'est pas déterminé, seul le total est précisé. Le monument est daté du XIe et du XIIe siècle, mais il n'y a pas de note historique, pas de rappel des grandes dates de construction ni des campagnes de restauration antérieures. Aucun état sanitaire du monument n'est établi, ni aucune justification des travaux, seul le caractère urgent de ceux-ci est mentionné. Une programmation pluriannuelle n'est pas non plus prévue. Ce devis sommaire est représentatif de la plupart des devis de l'époque. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, estimant une excessive situation de l'indépendance des ACMH, le service des monuments historiques entreprit plusieurs réformes successives pour tenter de modifier le statut et le mode de rémunération des ACMH, Laurent 2003. Tout d'abord, en 1946, le corps des ABF fut créé. Celui-ci était chargé de veiller à l'entretien des bâtiments, Laurent 2003, page 68.
Ces fonctions étaient auparavant assurées par les architectes ordinaires des monuments historiques, dont le statut était libéral. Cette fonctionnalisation avait pour objectif de mieux contrôler les dépenses publiques. Dans sa publication Grandeur et misère du patrimoine, Xavier Laurent précise que la fonctionnalisation des ACMH fut défendue par Henri Savin, conseiller maître à la Cour des comptes dans un rapport publié en 1948, Laurent 2003, page 68. Une autre figure, Henri de Ségogne, ancien commissaire au tourisme, avait également proposé à plusieurs reprises des solutions pour lutter contre le corporatisme dénoncé des ACMH et contre la compétence territoriale exclusive de ces derniers. Ensuite, en 1949, la création des conservations régionales des bâtiments de France, première mesure de déconcentration, marqua une seconde étape. Cette mesure avait pour objectif de mieux répartir les compétences et de mieux contrôler le travail de la maîtrise d'œuvre. Bien que le mode de rémunération et les méthodes de travail des ACMH aient fait l'objet de critiques au cours de cette période, aucune réforme de leur statut n'était réellement tentée. Reconnaissance des régions, déconcentration et initiatives locales, 1970 à 1980. Première implication directe des partenaires et assouplissement des procédures de travaux. À la fin des années 1960, le service des monuments historiques prit conscience des défaillances de l'organisation des travaux sur les monuments classés. Xavier Laurent rappelle qu'à cette époque plusieurs rapports officiels de la direction de l'architecture dénoncèrent la complexité des procédures et les nombreuses navettes administratives entre les échelons central et régional. À sa prise de fonction, le directeur de l'architecture, Michel Degneul, décida de valoriser le rôle des conservateurs régionaux pour remédier à ces lourdeurs administratives. Par une série de mesures, le service des monuments historiques tenta de responsabiliser les différents partenaires. Les premières mesures portèrent sur la déconcentration des procédures de travaux, permettant aux conservateurs régionaux de mieux assumer leurs responsabilités scientifiques. La seconde mesure transmit la maîtrise d'ouvrage aux propriétaires privés de monuments classés, ce qui renforça la responsabilisation des partenaires privés. Parmi les mesures de déconcentration, deux dispositions furent mises en place. D'une part, le transfert aux régions de l'approbation des devis et d'autre part, celui de la programmation des travaux sur les monuments n'appartenant pas à l'État 14. La déconcentration de l'approbation des devis de travaux au niveau régional entraîna le risque de voir les services centraux être démunis du versement d'une copie des devis. C'est pourquoi, par une lettre aux conservateurs régionaux des bâtiments de France du 8 juillet 1969, le directeur du patrimoine, Michel Degneul, exigea un versement automatique des devis par les régions aux archives du ministère de la Culture 15. Ainsi, même si le pouvoir d'approbation des devis était déconcentré, les services centraux de la documentation se réservaient la possibilité d'avoir une vision d'ensemble des devis. On voit donc qu'à travers cette série de mesures, la politique du service des monuments historiques tentait d'améliorer les procédures d'organisation en transférant peu à peu le pouvoir aux régions, et en même temps, en conservant au niveau central une trace de l'action de ces services extérieurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.